Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Ici c'est hockey. Aujourd'hui, quelle journée spéciale, hein? Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur chez le Canadien, ça fait jaser, mais là c'est encore plus spécial cette année parce que quand c'est temps de COVID, où les sujets, outre cette pandémie, nous manquent, bien je pense que ça a été très intéressant de constater à quel point on a entendu parler beaucoup dans les médias de ce congédiement. Et aujourd'hui, pour l'occasion, on va rejoindre notre collaborateur Cédric Ouellette qui va venir nous faire un peu le point sur cette situation. On a écouté le coach, le nouveau coach, tout le monde cet après-midi. On a écouté le DG. Dites-moi dans le chat si vous avez écouté les points de presse cet après-midi de Marc Bergevin et de Dominique Ducharme, le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien. On va en parler dans quelques instants avec Cédric Ouellette. Dans quelques secondes. Et c'est plate, hein, parce que pendant que Cédric va l'autre, là, oui, le voici, il est avec nous. On m'entend bien? On t'entend bien, mon cher. Parfait. Mais t'es pas du bon bord, tourne-toi donc, voir. Je suis pas du bon. Ah, c'est parce que j'ai mis mon cellulaire de côté parce que pour la côté, là, pour Christiane. Ben oui, parfait, il n'y a aucun problème. C'est sûr que ça serait mieux de même, là. Attends, je vais essayer de voir. Tu me connais, moi, puis la technologie. Attends, de même, ça te fait dessus. Parce que, tu sais, Seb, je parle pour le monde qui sont là. Je suis sûr qu'ils aimeraient te voir d'un angle. On va essayer. OK, on va y aller comme ça, là. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, une petite journée tranquille, là. Pas tranquille du tout, là, j'ai envie de te dire. Hein? Cédric, on va faire une petite prémisse, OK? On s'est parlé en privé, évidemment, en préparation de cette chronique. Et puis, tu m'as confié t'être préparé dans les derniers jours longuement parce que tu es notre statisticien en chef à Ici c'est hockey. Donc, on comprend que ta mission, c'est d'aller chercher des petites stats, c'est de les faire parler. C'est toujours ça qui est le fun dans des statistiques. Et puis, ça prend un certain travail de recherche. Et tu nous avais préparé deux segments qui sont divisés en plusieurs petits segments, là, mais deux sujets principaux avec de la recherche en profondeur. Là, finalement, ton deuxième sujet, on va devoir en parler lors de ta prochaine intervention. Mais tu sais quoi, Cédric? Je vais te faire une place très rapidement dans le début du prochain mois pour que tu reviennes pas trop longtemps après pour pas trop briser le rythme. Mais là, pourquoi je fais cette prémisse-là pour les gens qui sont avec nous? Puis ben oui, comme le dit Mali Kavi, c'est le moment tant attendu. C'est parce qu'on a une nouvelle, une bombe aujourd'hui, puis j'ai même pas le goût de vous expliquer cette nouvelle, puisque vous êtes sûrement saturés d'entendre parler déjà du congédiement de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Cédric, première réaction, rapidement. Honnêtement, je suis pas surpris, mais je suis surpris en même temps. Parce que c'est bon, pas surpris les résultats du Canadien dans les 3 derniers matchs, 3 défaites. Perdre contre Toronto, c'est acceptable. C'est la meilleure équipe de la Ligue. J'ai Anderson dans mon pool, donc moi, ça me va perdre contre Toronto. Par exemple, perdre 2 matchs contre les Sénateurs d'Ottawa, c'est inacceptable dans une saison écourtée où est-ce que bon, chaque match est important. On l'a vu dans le point de presse de Marc Bergevin. D'ailleurs, ça a été un des sujets que la saison écourtée, il n'y avait pas le temps d'avoir des longues séquences de défaites. Donc, j'ai été surpris dans un sens parce que bon, c'est toujours une bombe quand on annonce que l'entraîneur-chef du Canadien est congédié là aujourd'hui. Surtout qu'on revient d'un long congé, là, une semaine, on avait une semaine de congé. Donc, si il voulait changer l'entraîneur-chef à ce moment-là, il avait le temps de le faire, mais là, non, on a voulu lui donner une chance. Et puis, bon, les résultats, le message ne passait visiblement plus parce que ça fait 3 défaites en ligne, là, et ça allait mal chez le Canadien, là, j'ai envie de dire. Là. Bien, c'est sûr que c'était peut-être pas le scénario idéal et j'ai envie de revenir sur un point que tu viens de mentionner, qu'on a entendu durant cette conférence de presse de Marc Bergevin. On l'a entendu dire, on a entendu se faire questionner, en fait, par rapport à cette fameuse semaine de congé. Hein? Pourquoi ne pas avoir fait ce changement-là alors qu'il y avait peut-être un peu plus de temps pour un nouveau personnel d'entraîneur de se familiariser avec les joueurs? En même temps, je comprends très bien sa réponse. C'est-à-dire que ces 2 matchs contre les Sénateurs étaient un peu l'ultime test là, pour le personnel qui était en place. Et puis, selon mon analyse de ses propos, ce qu'il a vu lors de ces 2 matchs-là, c'était pas à la hauteur des correctifs à ce à quoi il s'attendait durant cette semaine de congé-là. Comment tu interprètes
un changement d'entraîneur dans une saison écourtée, tu l'as mentionné, mais pour une équipe qui a des aspirations, on va en parler peut-être un peu plus tard, parce que c'est arrivé dans les dernières années qu'il y a des entraîneurs-chefs qui ont pris la relève et ils ont eu du succès. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message, d'après toi, au groupe de procéder à un changement comme ça? Il a dit que selon lui, Claude Julien n'avait pas perdu son vestiaire. Il a dit cependant que le message ne passait plus. Je pense qu'on l'a vu là, au courant des derniers matchs. Le Canadien était indiscipliné, ne jouait pas comme au début de la saison. Tu sais, tout allait bien au début de la saison. Puis en 3 semaines, là, ça a été vraiment la panique. C'était plus la même équipe qu'on voyait sur la patinoire. Ils se présentaient pas. On fait beaucoup plus d'erreurs. Donc, vraiment, je pense que l'arrivée de Dominique Ducharme, c'est dans une saison écourtée où est-ce que là, le Canadien va commencer des séquences. Dominique Ducharme va pas vraiment avoir le temps d'instaurer un nouveau plan de jeu, un nouveau système de jeu. Je pense plus vraiment qu'on va amener une nouvelle voix dans le vestiaire, une voix différente, une nouvelle approche. Marc Bergevin l'a dit, ça a été un des points qui m'a un peu attiré mon attention. Il a dit vraiment que Dominique Ducharme, c'était l'homme de la situation quand il pensait au remplaçant de Claude Julien. C'était lui parce qu'il lui fait rappeler cette nouvelle culture-là, donc un nouvel entraîneur-chef, un jeune entraîneur-chef. C'est Claude Julien, c'est un peu plus la vieille école, système de jeu défensif, tandis que Dominique Ducharme va peut-être amener une nouvelle vision, une vision des jeunes entraîneurs. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de ce côté-là. Donc, c'est sûr que, Claude Julien, j'ai regardé le texte de Martin Lemay depuis qu'il est avec le Canadien. Ça n'a pas nécessairement, il n'y a pas les meilleurs chiffres là, quand on regarde ça. Donc, c'est pas nécessairement surprenant, cette décision-là. Et c'est sûr, je pensais à ça un peu. Je me suis dit, la pandémie, selon moi, a d'un côté sauvé l'emploi de Claude Julien, mais lui a également coûté son emploi. Et je m'explique. L'an dernier, Canadien était pas censé faire les playoffs. Si la pandémie n'arrive pas, le Canadien ne fait pas les playoffs. Ça fait 3 ans de suite qu'on ne fait pas les playoffs. Claude Julien a fait une fois les séries éliminatoires et c'est l'année qu'il a succédé à Michel Therrien. Et soit dit en passant, c'est la 2e fois que Marc Bergevin congédie un entraîneur-chef qui a une fiche gagnante. Parce qu'on se rappelle, Michel Therrien était premier de la division. Donc, t'es dans une situation gagnante. On avait amené Claude Julien qui venait tout juste d'être congédié par les Bruins de Boston. Donc, il y a ce point-là que le message, je pense pas que Claude Julien, les performances n'étaient plus là, tout simplement. Et puis Dominique Ducharme avec Alex Burrows, ça, on n'en a pas beaucoup parlé aussi d'Alex Burrows qui va s'en venir avec le Canadien. Et pour être honnête, Alex Burrows, c'est un nouvel entraîneur. Moi, je le connais. Je sais c'est qui le joueur, l'entraîneur-chef, il est avec le Rocket. C'est sûr que je connais un peu moins, mais j'écoutais les propos de Stéphane Leroux qui disait que c'est un spécialiste qui se débrouille très bien en avantage numérique. Et on sait que Kurt Muller a écopé également dans le congédiement de Claude Julien. C'était lui qui était chargé de l'attaque massive et soi-disant, on va le dire, ça fonctionnait pas. Les chiffres n'étaient pas là, les performances n'étaient pas là. Et un peu aussi dans la même lignée qu'en début de saison, on mettait Shea Weber et Jeff Petrie ensemble sur l'avantage numérique. Et là, maintenant, on ne le faisait plus, on s'entêtait à pas le faire. Et puis, les chiffres n'étaient tout simplement pas là. Donc, c'est une succession, selon moi, de mauvaises peut-être décisions qui ont mené au congédiement là, de Claude Julien. Mais Cédric, je t'amène une hypothèse rapidement, sans trop entrer dans les détails. Là, les fervents partisans du Canadien ont entendu parler de cette fameuse histoire avec l'agent de Victor Mété, qui fait un peu une tempête médiatique en signalant que son client a besoin de jouer et il veut jouer. Et si c'est pas à Montréal qu'il joue, ça va être ailleurs. Et cette tempête médiatique-là qui est un peu devenue un téléphone arabe là, de cette manière, là, étant donné que l'histoire a été déformée de toutes sortes de façons, à un point où on s'est demandé comment ça, Victor Mété s'est retrouvé dans l'alignement alors que l'équipe allait bien. On va répondre à la question de Vincent tout de suite après parce que justement, on s'enligne là après par rapport au futur de Dominique Ducharme et à Dominique Ducharme, parce qu'il faut bien parler du congédiement, mais on va aussi parler de ce qui s'en vient. Tout ça pour dire, moi, je me suis posé vraiment la question à savoir la véritable raison pourquoi on avait revu Mété dans l'alignement. Puis je me suis même demandé si ça venait pas d'en haut, c'est-à-dire où on aurait demandé à faire jouer Mété pour qu'il soit en vitrine, pour avoir la possibilité peut-être que ce soit de l'échanger ou de le bouger, parce que le Canadien a une situation contractuelle qui est assez complexe, notamment en raison du plafond salarial. Bref, grosse prémisse pour dire que moi, j'ai un peu vu les déboires du Canadien débuter lorsque on a commencé à jouer avec l'alignement. Et quand je parle de jouer avec l'alignement, c'est pas seulement les trios,
mais c'est aussi quand Mété a commencé à entrer dans l'alignement, j'ai comme senti que le Canadien cédait à ces caprices-là. Et je trouve pas que c'est le genre de message non plus qui fitait avec Claude Julien, qui est un entraîneur de mérite. Un entraîneur qui fait jouer les joueurs qui méritent, les joueurs qui gagnent leur place. C'est ça la vieille école. Hein? C'est pas aie du temps de jeu pour te prouver. C'est prouve-toi pour avoir du temps de jeu. Puis c'est correct, là. Mais j'ai eu l'impression que cette décision-là venait d'une drôle de place et ça, à partir de ce moment-là, on a vu Tatar dans les estrades, on a vu toutes sortes de péripéties au niveau de l'alignement que je pense pas qu'on avait envisagé le genre de péripéties au début de la saison. Donc, je sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est vrai que c'est un drôle d'adon. C'est tout ce qui s'est passé là, dans cette situation-là et tous les changements dans l'alignement. Parce que tu as parlé qu'il y a quelques situations. Tu as dit que la pandémie lui a sauvé son emploi grâce aux séries. Je suis 100% d'accord. Et lui a coûté. Mais est-ce que Claude Julien n'est pas victime un peu de justement ce qui s'est passé avec cette situation-là? Aussi, certains joueurs en situation contractuelle qui ont la tête ailleurs. Je parle de Tatar, de Dano. Carey Price qui ne performe pas. Moi, j'ai l'impression que le coach, on a un peu coupé la tête du coach pour arrêter l'hémorragie à quelque part, mais je veux dire, c'est comme l'impact qui change de nom, là. OK, là, mais encore, là. Mais pour Carey Price, je vais en parler dans ma chronique un peu plus tard, là, donc je ne vais pas rentrer sur le sujet. Mais oui, effectivement, Victor Mété, c'est comme un drôle d'adon que son agent dit qu'il veut échanger Victor Mété. On met Victor Mété dans l'alignement, donc est-ce que ça venait de Marc Bergevin qui voulait montrer Mété? Il dit que non. Il dit qu'il jamais. Il l'a dit dans sa conférence de presse qu'il se mêlait pas des choix des coachs, mais quand même, c'est un drôle d'adon. Puis oui, en effet, bon, on a commencé à faire des changements. Et puis la troisième paire de défense depuis que Mété est arrivé, je veux dire, Romanov joue du moins bon hockey. Là, il s'est perdu, Romanov, là. C'est vraiment difficile, surtout pour la troisième paire de défense, là, qu'on alterne Kulak, Romanov, Mété. Hier, sur le premier but, Kulak qui laisse son gars tout seul. Incroyable, ça. Dans la Ligue nationale de hockey, là, honnêtement, là, entre toi et moi, là, c'est inacceptable. Surtout que Romanov est en contrôle de la situation avec c'était Stéphane là, qui était là. Il l'avait et Kulak qui fonce dessus, qui laisse son gars. C'est totalement inacceptable. On a mis Tatar dans les estrades. Tatar, honnêtement, se cherche. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi le Canadien n'a pas connaît des difficultés. Et deuxième l'année d'avant. Exact. Non. Est-ce que sa situation contractuelle, il y a des joueurs que, bon, ça les stresse, ça les empêche de bien jouer. Tatar, cette année, n'est pas le joueur. Parce que Tatar, c'est pas un joueur défensif. C'est un joueur un peu garbage qui va faire des points, pas de la plus belle des façons, mais tu sais qu'à la fin de l'année, il va faire son nombre de points. Effectivement, puis tu sais, le trio Dano, Tatar, Gallagher était un de notre meilleur probablement l'année dernière. Et puis cette année, Dano ne peut pas marquer de but encore. C'est difficile pour lui. Il n'a pas de contrat. Gallagher, bon, travaille toujours fort. Les résultats sont peut-être un petit peu moins là en termes de points, mais tu sais, c'est un travaillant. Et puis Tatar, bon, c'est très difficile. Espérons que l'arrivée pas l'arrivée, mais que Dominique Ducharme prenne les charges de l'équipe, ça va peut-être motiver ces joueurs-là, ça va leur donner un deuxième souffle, parce qu'on l'a dit, Luc Gélina a posé une bonne question, il l'a dit dans sa question, que si on regarde deux des équipes qui ont participé aux dernières conquêtes de la coupe, à la finale de la Coupe Stanley, les Stars de Dallas ont pas congédié, Jim Montgomery est parti pour des problèmes, et puis Rick Bonus a pris sa place. L'équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. 2 ans auparavant, c'est Mike Yeo qui se fait congédier, Craig Berube qui prend la place. On gagne la Coupe Stanley. Je dis pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley, mais je dis que ça peut permettre d'amener un second souffle à une équipe parce que le Canadien, selon moi, a une très bonne formation, mais c'est juste que là, les éléments ne produisaient pas. On avait trop de pénalités. On n'achetait plus le plan de match de Claude Julien. Donc, je pense que ça va donner un second souffle à la formation, ça. C'est intéressant les liens que tu viens de faire là, avec les deux entraîneurs, parce qu'habituellement, quand on entend entraîneur congédié ou entraîneur-chef par intérim, on pense rarement à succès par la suite, et ça s'est produit dernièrement. Puis je veux souligner le commentaire de Félix Voyer, notre collaborateur dans le chat il y a quelques instants, qui a cité Danny Dubé, ben oui, qui a dit ça ce midi sur les ondes du 98.5, que le congédiement d'un entraîneur allait souvent des mauvaises performances d'un gardien. C'est tout à fait vrai, parce que le Canadien donne beaucoup de buts, et une équipe qui donne beaucoup de buts, ça fait souvent très mal paraître un entraîneur. Il faut aussi parler des performances de sa défense. Mais je pense que si on termine ce sujet rapidement en répondant aux deux questions qui nous ont été posées,
Par rapport à Dominique Ducharme, bon, on a beaucoup entendu parler de lui. On l'a entendu durant la conférence de presse, tout de suite après Marc Bergevin. Un gars solide qui a une belle feuille de route, a gagné partout où il est passé. Un ancien joueur professionnel, a joué en Europe, dans la NCAA, dans la Ligue américaine. C'est juste pas rendu à la Ligue nationale, mais c'est pas grave. Je veux dire, pour un gars qui a été pro et puis qui a vraiment roulé sa bosse. Là, 47 ans, Dominique Ducharme, une feuille de route comme entraîneur comme ça, c'est quand même assez remarquable. A gagné la Coupe Napa dans la Ligue de hockey Junior 3 à deux années consécutives. Après, c'est allé gagner dans le Junior majeur, c'est allé gagner au World Juniors. C'est quand même quelque chose, tout ce qu'il a accompli. Et puis, parle-moi un peu de la signification du mot intérim pour toi. Penses-tu que ça va être le prochain homme de confiance dans Marc Bergevin? Parce qu'il parlait vraiment comme ça là, en conférence de presse. Ça, c'est intéressant, le mot intérim, parce que bon, quand on a annoncé que Claude Julien, là, c'est le premier mot qui m'est venu en tête. Intérim, ça veut dire quoi? Ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Puis on a vu les médias québécois qui ont dit, on commençait à déjà trouver des candidats potentiels pour être le prochain entraîneur-chef. On parlait, bon, Patrick Roy, Guy Boucher, mais tu sais, Dominique Ducharme vient d'arriver, c'est lui qu'on nomme. Fait que je trouvais ça un peu spécial. J'avais hâte au point de presse de Marc Bergevin là, pour vraiment m'expliquer c'est quoi l'intérim. Est-ce que si on parle de 14 jours, est-ce qu'on me parle de 2 semaines? Est-ce qu'on parle que si l'équipe va mal dans les 5 prochains matchs, on va trouver un remplaçant? Non, il a été très, très clair. Il a dit que ça allait être Dominique Ducharme pour le restant de la saison. Je suis content d'apprendre ça parce qu'on va lui donner la chance. J'ai 2 petites craintes, par exemple. Premièrement, s'il ne performe pas, pour moi, Dominique Ducharme a un très beau potentiel comme entraîneur-chef, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Il va faire quoi, Ted? Parce qu'on n'a pas parlé de ça. Là. Mettons que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas le temps. L'équipe joue aux 2 jours. Effectivement, l'équipe joue aux 2 jours. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Puis Marc Bergevin, il sait, veut pas. Il a fait du bon travail cet été, Marc Bergevin. Oui. Ça, je suis convaincu. Mais pareil, il y a une pression parce que son contrat vient à échéance bientôt. Donc, il faut qu'il trouve le moyen de faire les séries. Et je pense que là, il met toute sa confiance sur Dominique Ducharme. Il va y aller avec sa décision all-in, comme il l'a dit. Il a confiance, mais lui, il doit sentir quand même une certaine pression. Et puis, bon, Dominique Ducharme, ce qui me faisait peur au début aussi, c'est que c'est un jeune entraîneur. Entre guillemets, c'est un jeune entraîneur de 47 ans. Et puis, je regardais les entraîneurs qui ont débuté leur carrière avec les Canadiens ou qui étaient dans leur début. Au début des années 2000, on a eu Alain Vigneault. On a eu Claude Julien, on a eu Michel Terrien. Ça a tous été des bons coachs, mais après, ben oui, OK. Mais tu vois, non, mais c'est pas là que je voulais en venir. Parce que moi, ma mentalité, c'est que je veux donner la chance à un coach jeune. Donc, tu vois, je suis content qu'on le mette là. Je dis juste qu'il faudra, tu sais, j'espère que la pression, il va être capable de la surmonter parce que c'est pas évident de coacher avec le Canadien de Montréal. On s'entend la pression médiatique. On le sait, faut gagner, il faut performer, sinon tu peux vite. On a vu avec Claude Julien, il y a 3 semaines, ça allait bien, aujourd'hui, il est congédié. Donc, il faut que tu fasses attention, mais je suis content qu'on donne la chance à Dominique Ducharme. Et puis, comme j'ai dit, avec Alex Burrows, on a gardé Luke Richardson. C'est quand même un beau vote de confiance, là, surtout que Kurt Muller et Claude Julien ont écopé, pas Luke Richardson. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'on Dominique Ducharme peut faire du bon travail. Tu l'as dit, il a gagné. Il a coaché Jonathan Drouin. Ça peut être... Jonathan Drouin joue quand même une saison honnête cette année, là, à comparer peut-être des dernières années. Donc, est-ce que ça va peut-être le motiver encore plus? J'ai hâte de voir, mais je pense que Dominique Ducharme peut faire le travail définitivement avec le Canadien. Et on va terminer avec ça parce que là, il va falloir enchaîner avec ton sujet de stats. Parce que moi, je veux t'entendre. C'est un sujet dont on s'est primé ensemble. Je veux t'entendre, mais on termine avec ça rapidement. Une autre question qui nous a été posée dans le chat. Pensez-vous que le prochain à voir sa tête tomber, c'est Marc Bergevin? Ben moi, ma réponse rapide, c'est oui. Parce que si le scénario dont on vient de parler, mettons que ça ne marche pas, là, il n'y en a pas là, de plan B. C'est une belle tentative. Moi, je suis d'accord avec l'électrochoc. J'aime l'aspect où c'est un timing que c'était prévisible, mais ce matin, plus ou moins, parce qu'on était à 2-3 secondes d'avoir la victoire, à une mauvaise décision à la reprise d'avoir une victoire. Fait que ça pour dire, je pense que le fait d'annoncer ça un matin comme ça, vraiment faire un choc et faire en sorte que les vétérans se sentent coupables. J'ai entendu Danny Dubé encore une fois parler de ça cet après-midi au 98.5. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est quand les vétérans vont se sentir coupables que Claude Julien ait perdu sa job parce que ça fonctionne pas juste parce que les joueurs acceptent pas le message, puis ça. Il y a une question d'effort aussi, une question de détail, une question de concentration que tous et chacun
ou si c'est bien beau le coach puis la philosophie, mais elle va ressembler à celle de Dominique Ducharme. Tout ça pour dire, moi, je pense que si ça ne fonctionne pas, Marc Bergevin a un peu l'air du gars qui a joué sa grosse main trop vite. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, si ça ne marche pas, c'était le dernier gamble, il reste 36 matchs à l'année, il y a beaucoup de hockey à jouer. Moi, j'ai l'impression qu'il ne fait pas cette décision-là. Il toffe jusqu'à la fin de l'année. Il congédie le coach. Si dans un mois, il n'y a pas de résultat, il est dehors. Ça, c'est à mon avis. Parce que j'ai l'impression que brasser la soupe comme ça, c'est un couteau à double tranchant. En effet, puis je sais plus c'est qui le disait dans les analystes, mais tu sais, il y a eu le luxe de congédier 2 entraîneurs. C'est pas tous les DG qui ont ce luxe-là de congédier. Et il n'y en aura pas 3. Il n'y en aura pas 3. Non, ça c'est sûr, il n'y en aura pas 3. Et aussi, je pensais à ça. Le intérim, est-ce que ça venait de Jeff Molson qui voulait pas, peut-être parce qu'il sait que Marc Bergevin, si ça ne performe pas, il va être congédié. Peut-être que le DG, mais ça, c'est juste une supposition. Là, je pensais à ça, que peut-être le DG va vouloir amener son propre entraîneur. Donc, c'est pour ça qu'on a le par intérim. Mais bon, parce que Marc Bergevin, dans son point de presse, disait vraiment que c'était son homme, c'était son choix, Dominique Ducharme, qui avait pensé à personne d'autre. Là. Donc, c'est juste peut-être un petit opinion que j'admets. Là. Ça va être intéressant à suivre, mais moi, je suis satisfait d'un point de vue personnel. Je voyais la question du bar qui dit « Deep down, croyez-vous à ce remaniement? Est-ce qu'on y croit? » Difficile de dire non. En fait, c'est plus payant d'y croire que de ne pas y croire. Mais je veux dire, je pense que quand tu écoutes le DG pendant 45 minutes en direct, avoir l'air exténué, ça paraît qu'il n'a pas dormi, habillé pareil comme la veille, il vient d'arriver à Winnipeg. Tu le vois que, il est sûr de sa shot. 2, ce gars-là le dit, là, I'm a big man. Je suis capable de prendre mes décisions et de les assumer. Moi, j'ai confiance. J'aime ça avoir un capitaine qui, même si c'est pas ce qu'il fait, il a l'air de savoir. C'est ça qu'il faut, en fait. C'est pas toujours ce qui se passe dans le petit cœur de Marc Bergevin qui est important, mais c'est scolaire, le DG du Canadien en point de presse, ce qui dégage. Bon, on enchaîne, Cédric, avec ta chronique. Je vais te lancer d'abord avec l'utilisation des gardiens à travers la Ligue nationale. J'en ai parlé un peu dans les textes de présentation de l'émission de ce soir. Que tu nous préparais un petit segment là-dessus. Cédric, tu as vu l'utilisation de Carey Price, tu as vu l'utilisation de Jake Allen. Puis là, ça t'a remis en question à savoir, voyons, ça part d'où tout ça? Depuis quand est-ce on accorde une importance au deuxième gardien? Rappelle-toi quand le deuxième gardien du Canadien était Alex Auld, je pense pas que ça avait la même importance qu'à l'avoir prolongé Jake Allen, alors qu'il gagne déjà beaucoup d'argent cette année, de l'avoir prolongé 2 ans. Je pense que les rôles ont un peu changé et ont évolué, en fait, à travers le temps. Parle-moi un peu de ça et ta caméra shake un peu, mon cher. Mais oui, en effet, parce que bon, ça faisait longtemps que le Canadien n'avait pas eu un gardien de but numéro 2, un gardien de but numéro 2 de qualité. Fait que là, cette année, on voit Jake Allen qui goal beaucoup de parties, plus qu'à l'habitude d'un gardien de but numéro 2 avec le Canadien. Fait que là, je me suis dit, est-ce que c'est une tendance qu'on voit chez les autres équipes? Donc, c'est ça mon premier angle. Et puis, je me rappelle, au début de la saison, il y a eu une chaise musicale des gardiens. Bon, il y a comme Markstrom qui est parti de Vancouver pour aller à Calgary, Oldby qui est parti de Washington pour aller à Vancouver, et puis, bon, Lundqvist qui, malheureusement, a eu des complications, mais était destiné à aller avec les Capitals de Washington. On s'est retrouvé avec beaucoup de gardiens de but qui sont soit des futurs numéro 1 comme Thatcher Demko et des gardiens de but numéro 1 qui sont Braden Oldby. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'on a 2 gardiens de but numéro 1 qui veulent garder les buts. Les gardiens, c'est très difficile au niveau de la confiance. C'est important, la confiance. Donc, j'ai voulu vraiment analyser, regarder les équipes qui utilisaient leurs gardiens de façon presque équivalente. Comment j'ai déterminé qu'est-ce qui est équivalent? Pour ma part, quand un gardien de but numéro 1 goal en bas de 60% des matchs, si mettons sur 10 matchs, il goal 6 matchs sur 10, pour moi, c'est équivalent. C'est un goaler numéro 1 doit garder au moins en haut de 65% ou 70% devant le filet. Donc, j'ai regardé 60-40, c'est une division égale des tâches. Égale, relativement égale, entre un bon gardien de but numéro 1. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai voulu comparer avec une autre saison. J'ai comparé cette saison avec une autre saison. Mais cette saison, c'est une saison qui est particulière, on s'entend, c'est pas une saison de 82 matchs. Donc, j'ai pas voulu comparer avec une saison de 82 matchs parce que le calendrier est pas aussi chargé qu'en ce moment. Quelle saison je pouvais prendre? Je me suis dit l'année qu'on a signé la convention collective en 2012-2013, on a eu une saison écourtée de 48 matchs. Donc,
c'est 48, 56, c'était possiblement semblable. Donc, c'est les 2 saisons que j'ai analysées. Donc, j'ai mis 2 catégories pour les équipes. J'ai mis premièrement les catégories qu'on divisait quand même assez bien le travail. Et ça m'a donné que cette année, il y a 12 équipes qui utilisent cette stratégie-là. Bon, il y a le Canadien avec Carey Price, Jake Allen. Et je tiens à dire que mes chiffres proviennent avant les rencontres d'hier soir. Donc, j'ai préparé ma chronique hier. Les chiffres, ça se peut que on se trompe de un match. Mais c'est assez à jour. Ouais, c'est assez à jour. Donc, il y a 12 équipes. Parmi ces équipes-là, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais on a les Bruins de Boston avec Rask et Halak. Rask a gaulé 10 parties. Halak en a gaulé 6. Et soit disant passant, c'est moi ou Yaroslav Halak. On n'est jamais trop sûr. T'es-tu un goaler numéro 1 faible ou un goaler numéro 2? Ça va avoir été l'histoire de ta carrière. Vraiment. Que ce soit avec les Blues, les Islanders ou les Capitals, c'est bon. Avec les Bruins, on s'entend, c'est un gardien de but numéro 2 de luxe, mais quand même, il dispute un bon nombre de matchs. Et c'est lui qui avait gardé les buts durant les séries éliminatoires là, lorsque Toukaras était parti. Mais c'est un gars fragile, Alex, c'est pour ça. Il est talentueux, mais il est fragile. Il ne peut pas être dans les 60 games, c'est pour ça. Je suis totalement d'accord. Donc, il y avait les Bruins de Boston, il y avait le Canadien de Montréal, il y avait entre autres les Prédateurs de Nashville avec Lucie Saros et Pekka Rinne 10-10. Bon, les Panthers de la Floride avec Chris Drieger et Sergei Bobrovsky. Ça, c'est et incroyable, hein? Les Panthers. C'est incroyable. Surtout que j'ai Sergei Bobrovsky dans mes 2 poules, j'avais Sergei Bobrovsky. Dans un de mes poules, je l'ai échangé. Bobrovsky qui est payé assez cher, là, qui devrait gauler comme un gardien de but numéro 1. Oui, effectivement, mais Drieger fait le travail, ce que Bobrovsky ne fait pas, et Joel Canville n'a pas peur d'utiliser Drieger. C'est incroyable, en effet. Donc, on a 12 équipes qui sont dans cette catégorie-là d'un partage équivalent. Par la suite, il y a 7 équipes que j'ai pas voulu classer entre ce qu'on a un partage équivalent et un gardien de but qui est clairement un numéro 1 qui goal comme un gardien de but numéro 1. Quand je dis ça, c'est Carey Price, c'est un gardien de but numéro 1, clairement, mais pour moi, ne goal pas le nombre de matchs qu'un gardien de but. Donc, je veux juste faire la nuance. Et il y a 7 équipes. Parmi ces 7 équipes-là que j'ai mis, que je voulais pas classer, il y a les Capitals de Washington pour 2 raisons. Premièrement, bon, c'est Vitek Vanecek qui a le plus de matchs joués cette saison, mais ça devrait pas être lui en théorie. On aurait dû avoir Henrik Lundqvist et la blessure de Samsonov a joué pour beaucoup là, dans cette statistique-là. Donc, je les ai pas mis. Il y a Edmonton aussi avec Mikko Koskinen qui joue beaucoup de parties, mais on s'entend le début de saison des Oilers d'Edmonton. Si Mike Smith n'est pas blessé, c'est ça. Si Mike Smith n'est pas blessé, ben Mike Smith joue beaucoup plus de parties ou joue équivalent. Donc, j'ai pas mis les Oilers. Il n'a pas gaulé pour se retrouver dans le net tout le temps, là, on s'entend, là. Ça, c'est sûr, mais il était très ordinaire, mais on n'avait pas d'option. Donc, ils ont décidé avec Mikko Koskinen. Et la dernière équipe que je veux parler, c'est tout simplement les Pingouins, pas les Pingouins, les Golden Knights, mais de Marc-André Fleury qui est tout feu, tout flamme en ce moment. Mais soyons honnêtes, si c'est pas de la blessure de Robin Lehner, on y allait d'un match à un match, là, peu importe que tu gagnais ou tu perdais avec les Golden Knights. Donc, j'ai pas mis ces sept équipes-là. Parmi les 12 équipes, il reste donc 12 équipes qui ont un gardien de but numéro 1, qui garde les buts comme un gardien de but numéro 1. On a John Gibson avec les Ducks d'Anaheim qui fait du bon travail année après année. C'est un bon gardien de but dans une équipe qui est en reconstruction. Il y a également les Flames de Calgary. Je m'attendais à un partage un peu plus équitable avec David Rittich, là, qui était quand même un gardien de but qui gaulait une 45 parties. Mais là, vraiment, on a Jakob Markstrom qui gaule beaucoup plus de matchs. Il y a les Maple Leafs de Toronto avec Frédéric Anderson qui était le gardien le plus victorieux hier avec 11 goals pratiquement tous les matchs. Là, avec la blessure de Jake Campbell là, en début de saison contre les Flames, on n'a pas trop confiance avec Hutchinson. Donc, ces équipes-là avec Grobauer, il y a 12 équipes qui se retrouvent à jouer avec des gardiens de but numéro 1 qui utilisent, et je n'ai pas parlé du Lightning de Tampa Bay, bien évidemment, avec Vasilevskiy. Donc, ça, c'est la situation en ce moment. Pour comparer avec la saison 2012-2013, j'ai fait le même processus. Je me suis dit 66 le gardien goal, 6 matchs sur 10 ou 5 matchs équivalents. C'est un partage qui est équivalent. Donc, j'ai gardé la même procédure. Et ce que je me suis rendu compte, il y avait 30 équipes parce que les Golden Knights n'étaient pas là. Il y a 23 équipes en 2012-2013 qui ont utilisé la formule de un gardien de but, que notre gardien de but numéro 1 goal plus de 65 à 70%. À 12 équipes. Fait que 23 contrairement à 12. Oui, donc vraiment, c'est le double. Il y a 7 équipes qui utilisaient une formule possiblement de partage, notamment les Anaheim, Caroline, Calgary, Floride, Ottawa et Saint-Louis. Et pour mesurer, est-ce que c'est une bonne stratégie ou non, il y a plusieurs façons. La façon que j'ai choisi d'analyser, c'est est-ce que l'équipe fait les séries éliminatoires? L'équipe qui utilise cette stratégie-là. Pour l'année 2012-2013, je me suis rendu compte qu'il y a seulement 3 des 7 équipes
qui ont un partage, qui ont fait les séries éliminatoires. Donc, on est en bas de 50%. Les Sénateurs d'Ottawa avaient terminé 7e. Les Blues de Saint-Louis et les Ducks d'Anaheim avaient fait les séries éliminatoires. Donc, pour l'année 2012-2013, on a un pourcentage en bas de 50%. Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est juste cette année-là qu'il y a le pourcentage ou cette année, est-ce que cette année, il y a plus d'équipes qui ont un partage des gardiens de but qui font des séries éliminatoires? Eh bien, sur 16 équipes, on s'entend la saison quand même, il y a 20 matchs de jouer en moyenne, il faut faire attention, mais quand même, l'analyse que j'ai, c'est qu'il y a seulement 5 des 16 équipes qui utilisent la formule de partager le filet entre les deux gardiens qui sont en situation de faire les éliminatoires. Il y a le Canadien, il y a les Panthers, il y a les Bruins, il y a les Kings. On s'entend que les Kings, ça va pas nécessairement être ceux qui vont faire les séries éliminatoires. J'avais une troisième partie dans ma chronique, on parlait d'Andy Kopitar qui a un début de saison phénoménal, qui aide beaucoup les Kings en ce moment. Mais bon, moi, les Kings, je ne les vois pas. Et puis, il y avait les Hurricanes de la Caroline. Donc, seulement 5 des 16 équipes qui utilisent cette stratégie-là font les séries éliminatoires jusqu'à présent. Ce qu'il faut faire attention avec... Qu'est-ce que ça dit, ça? Parce que moi, je pense aux Canucks, par exemple, là où ça ne marche pas. Je pense à plusieurs équipes où ça ne marche pas tout à fait, cette formule à deux gardiens. Même le Canadien, tu les constates dans les séries, mais je veux dire, perdre demain, perdre après-demain, ils ne sont pas là. Ça en fait une de moins. Comment tu interprètes ça? Est-ce que c'est parce que la saison est jeune? La saison est jeune. Peut-être que les équipes vont utiliser plus leur gardien de but numéro 1 quand on va arriver proche de la course aux séries. Mais je vais parler du Canadien parce que ça exprime bien mon point de vue de ma pensée. Carey Price, cette saison, décevant. C'est décevant, Carey Price. Il n'y a pas les bons chiffres, mais Carey Price est un gardien de but qui est habitué de gauler beaucoup de parties, de jouer beaucoup de parties. Ce que j'ai regardé lorsque j'ai regardé ses meilleures saisons, quand il y a le meilleur pourcentage d'arrêt, la meilleure moyenne, c'est les saisons qui jouent plus de 60 matchs. Donc, c'est les saisons qu'il est très occupé. Il y a beaucoup de gardiens qui sont comme lui, hein, qui aiment ça, avoir de l'action. Ça leur prend ça pour avoir un rythme. En effet, c'est quand tu es gardien de but, c'est une question de confiance, de rythme. Et Carey Price, on le regarde depuis le début de cette année, je trouve qu'il n'a pas trouvé son rythme jusqu'à présent. Et je trouve que ça, c'est une des raisons peut-être pourquoi Claude Julien a perdu son emploi. On a parlé qu'on voulait diviser le travail correctement, mais cette année, le début de saison du Canadien, là, il n'était pas très chargé. On a eu seulement 3 matchs back-to-back. Il y a 2 fois dans l'année que je me suis dit, oh, on est allé avec Jake Allen, mais c'est pas la bonne décision. Rappelle-toi, on jouait un samedi contre les Oilers d'Edmonton. On avait 4 jours de congé. On jouait contre les Flames de Calgary un jeudi. Carey Price est d'office. Il gagne le match. On joue 2 jours plus tard contre les mêmes Flames de Calgary. Tu veux que Carey Price, qui est en début de saison, prenne son rythme, accumule les victoires, se donne une confiance. Et on jouait le lundi, mardi, un 2-en-2 contre les Canucks de Vancouver. Donc, Jake Allen allait garder les buts un de ces 2 matchs-là. On a décidé d'y aller avec le samedi avec Jake Allen. Jake Allen, on a perdu 2-0. Je ne blâme pas Jake Allen pour la défaite, mais j'aurais aimé voir Carey Price, surtout en début de saison, prendre ses aises et puis être d'office pour ce match-là. Dans la même semaine, on joue nos 2 games contre les Canucks. On alterne 1-1. On joue jeudi contre les Sénateurs d'Ottawa. Carey Price est d'office. On perd 3-2 le match. On l'a vu cette année, perdre contre les Sénateurs d'Ottawa. Ça fait mal à l'estime d'une équipe. Alors, Carey Price perd son match contre les Sénateurs d'Ottawa. On rejoue contre les mêmes Sénateurs 2 jours plus tard. On met Jake Allen devant le filet. Pour ma part, j'aurais aimé voir Carey Price devant le filet. Ça lui aurait donné une chance de rebondir de sa défaite contre les Sénateurs et puis vraiment de peut-être commencer une autre bonne séquence. Donc, personnellement, je suis pas un fan de cette stratégie-là, de pas faire jouer Carey Price davantage. Carey Price est un gardien de séquence. Il a prouvé dans le passé que ses meilleures saisons sont lorsqu'il joue beaucoup de parties, lorsqu'il voit de l'action. Et puis, Jake Allen, on va l'utiliser cette année. À partir de samedi dernier, on joue un match sur 2 pratiquement à chaque jour. Donc oui, Jake Allen aurait eu de l'action, mais en début de saison, j'aurais aimé voir Carey Price un petit peu plus pour lui permettre de prendre son rythme de croisière, là, vraiment ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la saison. Je conclue avec ça, Cédric, puis je vais te laisser le mot de la fin ensuite. Penses-tu qu'on a voulu que Allen trouve son rythme plus que Price en lui donnant ces matchs-là? Parce qu'on parlait beaucoup de donner du rythme à Jake Allen, mais on a peut-être oublié que Price aussi, même s'il est une super vedette et un athlète remarquable, a quand même certaines conditions auxquelles il est habitué, a peut-être besoin d'un certain temps d'adaptation. Je ne sais pas ce que tu penses de ça en terminant. Ben, totalement. Moi, je pense qu'on a vraiment privilégié Jake Allen cette année, mais il fait le travail, Jake Allen. Fait que, dans un sens, je comprends la décision
des entraîneurs de mettre Jake Allen. Puis c'est sûr on a oublié dans le passé, c'est quoi être avoir un bon gardien de but numéro 2, comme j'ai dit. Fait que c'est peut-être juste qu'on est trop habitué de voir Carey Price, puis c'est peut-être pas normal de le voir autant si souvent que ça, 65 matchs dans une saison, mais Carey Price l'a prouvé dans le passé qu'il est un gardien qui a besoin de garder les buts pour avoir des bonnes statistiques, pour performer. Et je trouve qu'en début de saison, on lui a pas donné cette occasion-là là, d'être le gardien numéro 1 comme il l'est, puis de le faire jouer beaucoup. Rappelle-nous donc les chiffres en terminant. Combien d'équipes jouent avec la formule à 2 équipes puis, de chaque année? Il y a 12 équipes en ce moment qui jouent avec cette formule-là de bien diviser le travail. Okay. Cette année, il y en a 12 qui utilisent la formule d'avoir un gardien de but numéro 1. Et il y a seulement 5 oui, il y a des exceptions. Et il y a seulement 5 de ces 16 équipes-là qui utilisent le partage du filet, qui sont en situation de play-off en ce moment. Et en 2012 et 2013, c'est 3 sur 7. Il y avait 23 équipes qui utilisaient la formule du gardien de but numéro 1. C'est quand même... Moi, je te félicite. Bon travail de recherche parce que c'est le genre d'angle. Les stats parlent. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est pile ça. Tout à fait d'accord. Puis, comme le dit Rocky Voyer, très bonne analyse, mais on cède le doigt direct sur le bobo. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Très, très bonne analyse. On a dépassé un peu notre temps, Cédric, mais c'est pas grave, hein, parce que comme on dit, hein, quand on est en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. Hein? Je suis totalement d'accord avec ça. Ça aurait bien pu durer plusieurs heures. On aurait eu assez de contenu. Ced, je réitère ma promesse. Tu vas de retour très bientôt. Tu vas nous parler des candidats au trophée Norris. Tu nous as préparé aussi un petit dossier par rapport à ça. Tu vas pouvoir nous en parler de tes étoiles. Puis ben oui, Kopitar va encore être bon quand tu vas revenir. Tu vas pouvoir en parler dans le Kopitar que j'ai dans notre pool, en passant, juste dire. Là. C'est moi qui le Mais que je suis avant toi dans le pool, par exemple. Okay. Ça, on va le dire aussi. Bon, que je ne suis plus premier dans ce pool. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Cédric Ouellet, notre statisticien en chef, qui a très bien fait ça. Très, très bon travail, mon cher. Un plaisir, Mathieu. À la prochaine. Yes, au plaisir, mon cher. Bye. Donc, c'est Cédric Ouellet, notre premier collaborateur de la soirée. C'était vraiment intéressant. Hein? J'espère que vous avez aimé ça. Dans le chat, dites-moi vos commentaires. Là, c'est plate, j'ai un peu manqué mon intro parce que j'avais accroché mon bouton de son. Fait que quand vous allez voir dans la rediffusion, ça commence, je gosse après mon sel. C'est pas que je suis pas professionnel. Là. C'est juste un petit... Puis je tiens à rappeler aussi en terminant que c'est Mathieu Desrosiers, oui, le premier du pool. Notre collaborateur ICH, hein, parce que tu sais, je fais un pool avec une gang de gars, c'est le collaborateur ICH le premier, vous savez bien. Bon, on se retrouve dans 2 minutes avec Maxime Larouche de l'autre côté. OK.